Monsieur, votre infirmière n'est pas là pour vous soigner, dit la petite fille derrière la grille, d'une voix si basse que le vent du soir faillit l'emporter. Ce soir-là, Gabriel Morel resta immobile dans son fauteuil roulant, une main posée sur la couverture qui recouvrait ses jambes, l'autre serrant la coudoir de cuir noir. Le jardin de sa villa était calme, presque trop calme, avec ses haies parfaitement taillées, ses allées blanches, ses grands cyprès alignés comme des soldats et cette immense façade moderne où chaque fenêtre semblait refléter une vie luxueuse, mais vide. Depuis son accident, Gabriel avait appris à reconnaître les silences. Il y avait le silence des visiteurs gênés, celui des médecins qui ne disaient pas tout, celui des employés qui baissaient la voix quand il approchait, et celui de la nuit, quand la douleur dans ses jambes endormies le réveillait sans raison. Mais le silence qui suivit les paroles de cet enfant était différent. Il était tranchant. La petite fille devait avoir 10 ans. Elle vivait dans la maison voisine, une vieille demeure plus petite, couverte de lierre, où habitait une couturière veuve avec sa petite fille. Gabriel l'avait déjà aperçue plusieurs fois, assise près du portail, un livre sur les genoux ou un cahier rempli de dessins. Elle s'appelait Camille. Il le savait parce qu'elle saluait parfois le jardinier d'une voix claire. Ce soir-là, elle ne souriait pas. Gabriel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Camille regarda vers la maison, puis revint vers lui. Ses petites mains serraient les barreaux de la grille avec une force étrange pour une enfant. « Votre infirmière. Elle change vos flacons la nuit. Je l'ai vue. » Gabriel sentit une fatigue ancienne monter en lui. Depuis 6 mois, il vivait avec des douleurs, des traitements, des promesses médicales et des diagnostics contradictoires. Après l'accident de voiture qui avait presque coûté sa vie, on lui avait dit que la paralysie était légère, qu'il pourrait peut-être remarcher avec de la rééducation, de la patience, de la discipline. Mais depuis l'arrivée de son infirmière privée, son état ne s'était jamais amélioré. Au contraire, ses jambes étaient devenues plus lourdes, ses muscles plus faibles, son esprit plus brumeux. Il avait mis cela sur le compte du traumatisme, sur la fatigue, sur son âge, peut-être, même s'il n'avait que 46 ans, sur le stress de son entreprise. Il n'avait jamais pensé à autre chose. « Camille, c'est bien ça ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» La petite fille avala sa salive, comme si elle répétait intérieurement quelque chose qu'elle avait eu peur de dire. Parce qu'hier soir, elle était dehors, près de la porte de service. Elle parlait au téléphone. Elle a dit « Il ne marchera plus jamais ». Gabriel ne bougea pas. Le monde autour de lui sembla perdre ses contours. Le bruit lointain d'une voiture dans la rue, le chant d'un oiseau dans les arbres, le froissement des feuilles, tout devint plus sourd. « Tu es sûre d'avoir entendu ces mots ?» Camille hocha la tête plus vite. « Oui. » Elle a dit aussi « Tant qu'il reste dans ce fauteuil, elle garde le contrôle. Je ne sais pas qui elle. » Mais l'infirmière avait peur. Elle regardait partout. À cet instant, une voix retentit derrière Gabriel. « Monsieur Morel ? Vous devriez rentrer. L'air devient frais. » Inès se tenait sur la terrasse, vêtue de son uniforme blanc impeccable, les cheveux attachés en chignon serré, le visage doux, presque maternel. Elle était entrée dans la vie de Gabriel 3 mois après l'accident, recommandée, disait-on, par une agence spécialisée dans les soins à domicile pour patients fortunés. Elle était ponctuelle, discrète, efficace. Trop efficace, peut-être. Gabriel tourna lentement son fauteuil vers elle. Il savait mentir en affaires. Il avait bâti un groupe de technologie médicale à partir de rien, négocié avec des banquiers sans scrupules, affronté des concurrents brutaux, survécu à des procès, des trahisons et des crises. Mais il n'avait jamais eu à mentir pour sauver son propre corps. Alors, il sourit faiblement. « Oui, Inès. Je commençais justement à avoir froid. » Camille baissa les yeux et fit semblant d'arranger son lacet derrière la grille. Inès ne sembla pas la remarquer ou fit semblant de ne pas la remarquer. De retour dans la maison, Gabriel sentit l'odeur familière du désinfectant, du bois ciré et des fleurs fraîches que la gouvernante changeait chaque matin. Tout était propre. Tout était beau. Tout semblait fait pour cacher qu'un homme prisonnier de son propre corps vivait là comme dans une cage dorée. Inès poussa le fauteuil jusqu'au salon. « Votre traitement du soir est prêt, dit-elle. » Sur la petite table se trouvait un verre d'eau, 2 comprimés blancs, une gélule bleue et un flacon brun sans étiquette visible. Gabriel l'avait déjà vu des dizaines de fois. Il n'avait jamais posé de questions. Ou plutôt, il en avait posé au début, et Inès avait toujours répondu avec calme. « C'est pour calmer les spasmes. »
C'est pour favoriser la récupération nerveuse. C'est prescrit par votre médecin de suivi. Ce soir-là, Gabriel regarda le flacon comme s'il voyait un serpent rouler sur la table. Le flacon a changé ? Demanda-t-il d'une voix neutre. Inès ne cligna même pas des yeux. Non, monsieur. C'est le même traitement. Vous avez seulement de la fatigue visuelle. Cela arrive souvent. Elle avait réponse à tout. Gabriel prit les comprimés dans sa main. Il fit semblant de les porter à sa bouche, avala une gorgée d'eau, puis toussa légèrement. Dans ce mouvement, il laissa tomber les comprimés dans la manche large de son poule. Une technique maladroite, presque ridicule. Mais Inès regardait déjà son téléphone posé sur la table, un bref message s'affichant à l'écran avant qu'elle ne le retourne trop vite. Il fit semblant de ne rien voir. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Il resta allongé sur le grand lit médicalisé installé dans sa chambre, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les sons de la maison. À 23h30, il entendit la porte du couloir s'ouvrir doucement. Des pas légers approchèrent. La poignée de sa chambre bougea, puis s'arrêta. Quelqu'un vérifiait s'il dormait. Gabriel ralentit sa respiration. La porte s'ouvrit. Inès entra, sans allumer la lumière. Elle marcha jusqu'à l'armoire médicale placée près de la fenêtre. Il entendit le petit cliquetis des flacons, le frottement d'un plastique, puis le son d'un bouchon qu'on revisse. Ensuite, un murmure. Oui, ce soir aussi. Non, il ne se doute de rien. Un silence. Son état ne s'améliorera pas. Avec ce dosage, les muscles resteront trop faibles pour la rééducation. Un autre silence. Madame, je vous ai dit que c'était risqué. S'il demande une analyse indépendante. Madame. Ce mot entra dans l'esprit de Gabriel comme une aiguille. Inès baissa encore la voix. Je comprends. La réunion du conseil est dans 10 jours. Tant qu'il ne peut pas reprendre la direction, vous pouvez faire voter la délégation de pouvoir. Oui, je continuerai. Quand elle sortit, Gabriel garda les yeux fermés longtemps. Puis, très lentement, il ouvrit la main. Les comprimés qu'il n'avait pas avalés étaient encore là, humides contre sa paume. Il pensa à son entreprise. Morel Biotech. 20 ans de travail. Un empire bâti sur des brevets, des dispositifs de rééducation neurologique, des contrats internationaux. Après son accident, son ex-femme, Marianne, était revenue dans son entourage avec une douceur qui l'avait surpris. Ils avaient divorcé 2 ans plus tôt après un mariage froid, usé par l'ambition, les disputes, les silences et les signatures chez les avocats. Mais après l'accident, elle était revenue. Pour t'aider, avait-elle dit. Elle connaissait l'entreprise. Elle détenait encore des parts. Elle avait gardé des alliés au conseil d'administration. Et Gabriel, brisé sous médicaments, incapable de marcher, avait accepté sa présence par fatigue. Maintenant, le mot Madame résonnait dans sa tête, avec le visage de Marianne. Cher auditeur, il y a des pièges qui ne ressemblent pas à des pièges. Ils portent un uniforme propre, parlent doucement, apportent les médicaments à l'heure et disent qu'ils agissent pour votre bien. Et parfois, il faut qu'un enfant derrière une grille voie ce que les adultes refusent d'imaginer. Maintenant, poursuivons. Le lendemain matin, Gabriel fit semblant d'être plus faible que d'habitude. Quand Inès entra avec son plateau, il laissa tomber sa cuillère. Il demanda 2 fois l'heure. Il fit semblant de ne pas se rappeler du nom du kinésithérapeute qui venait chaque jeudi. Inès l'observait avec une attention froide dissimulée sous une expression inquiète. « Vous êtes très fatigué aujourd'hui, monsieur. Je pense qu'il vaut mieux annuler la séance de rééducation. »« Non, » murmura Gabriel. « Je veux essayer. Ce serait imprudent. Votre corps n'est pas prêt. » Cette phrase, il l'avait entendue 1000 fois. Votre corps n'est pas prêt. Vos muscles ne répondent pas. Il ne faut pas forcer. Vous devez accepter vos limites. Combien de ces limites étaient réelles? Combien avaient été fabriquées? Après le petit déjeuner, Gabriel demanda à être conduit près de la baie vitrée du salon. De là, il pouvait voir la maison voisine. Camille était assise sur les marches, son cahier ouvert, mais son regard revenait sans cesse vers la villa. Il leva légèrement la main. Elle comprit. Plus tard, quand le jardinier poussa Gabriel sur l'allée extérieure, Camille apparut derrière la haie. « Tu avais raison », dit Gabriel sans préambule. La petite fille ne parut pas surprise. « Je sais. Tu as vu autre chose ?» Camille regarda ses chaussures. Chaque soir,
Elle jette un petit sachet dans la poubelle noire, celle que personne n'utilise sauf le jardinier. Et le mardi, une dame vient dans une voiture grise. Elle ne passe pas par l'entrée principale. Elle entre par le petit portail derrière. Gabriel sentit son ventre se serrer. Cette dame, tu pourrais la reconnaître. Camille hocha la tête. Elle est blonde. Toujours bien habillée. Elle porte des lunettes noires même quand il ne fait pas soleil. Marianne. Il n'y avait presque plus de doute. Pourquoi tu observes tout ça, Camille? Elle haussa les épaules, mais ses yeux se durcirent un peu. Ma grand-mère dit que les gens riches ont de grands murs parce qu'ils ont de grands secrets. Moi, j'aime dessiner les maisons. Alors je regarde. Et tu n'as pas peur? Elle hésita. Si. Mais j'ai plus peur quand je ne dis rien. Gabriel baissa les yeux. Cet enfant venait de dire avec simplicité ce que beaucoup d'adultes oubliaient toute leur vie. Le jour même, il appela Étienne Larocque, son ancien chef de sécurité. Officiellement, Étienne avait quitté l'entreprise après le divorce, quand Marianne avait commencé à remplacer les proches de Gabriel par des profils plus dociles. Officieusement, il était resté l'un des rares hommes à qui Gabriel faisait entièrement confiance. Étienne, j'ai besoin que tu viennes. Discrètement. Pas par l'entrée principale. Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on me maintient malade volontairement. Il y eut un silence. Puis, la voix d'Étienne changea. Je serai là ce soir. À 22h, pendant qu'Inès croyait Gabriel endormi, Étienne entra par l'ancien accès du garage, celui dont seuls les employés de longue date connaissaient encore le code. Il portait une veste sombre, une petite mallette et cette expression fermée des hommes qui ont déjà compris que la situation est grave avant même d'avoir toute épreuve. Gabriel lui raconta tout. Camille. Les flacons. L'appel nocturne. Marianne. Le conseil d'administration dans 10 jours. Étienne ne l'interrompit pas. Quand Gabriel eut terminé, il posa seulement une question. Tu as gardé les comprimés? Gabriel ouvrit le tiroir de sa table de nuit. À l'intérieur, enveloppés dans un mouchoir, se trouvaient les comprimés et la gélule bleue. Étienne les prit avec précaution. Je vais les faire analyser. Mais il nous faut plus. Des images, du son, des preuves impossibles à nier. Des caméras? Oui. Mais pas les caméras de sécurité de la maison. Si Marianne est derrière tout ça, elle y a peut-être accès. Il faut un système indépendant. Cette nuit-là, pendant qu'Inès dormait dans sa chambre de service, Étienne installa 3 caméras minuscules. Une dans la bibliothèque, orientée vers l'armoire médicale. Une dans le salon, cachée dans l'horloge ancienne. Une près de la porte de service, derrière un détecteur de mouvement hors d'usage. Il ajouta aussi un micro dans le bureau, où Gabriel recevait parfois Marianne. Ne change rien à ton comportement, dit Étienne. Plus ils te croient faible, plus ils parleront. Gabriel hocha la tête. Et Camille? Elle ne doit plus s'approcher. C'est trop dangereux. Le lendemain, Gabriel dit à la petite fille. Tu as déjà beaucoup fait. Maintenant, je veux que tu restes loin d'Inès et de cette maison. Camille fronça les sourcils. Les adultes disent toujours ça quand ils veulent qu'on se taise. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux que tu sois en sécurité. Elle resta silencieuse, puis demanda. Vous allez vous sauver? Gabriel regarda ses jambes immobiles. Je vais essayer. Camille secoua la tête. Non, vous allez réussir. Ce n'est pas pareil. Pendant les 3 jours suivants, Gabriel joua son rôle. Il avala de faux médicaments préparés par Étienne, pendant que les vrais étaient cachés et envoyés en analyse. Il laissa Inès croire que son état empirait. Il fit semblant de trembler en tenant une tasse, de perdre le fil d'une conversation, d'avoir besoin de plus d'aide pour se transférer du fauteuil au lit. Inès semblait satisfaite. Elle notait tout dans un carnet noir. Pas dans le dossier médical officiel, non. Dans un carnet personnel qu'elle gardait toujours dans la poche intérieure de son sac. Le 4e soir, Marianne vint. Gabriel l'entendit avant de la voir. Le bruit de ses talons sur le marbre du hall avait quelque chose d'inoubliable. Elle entra dans le salon comme si elle y vivait encore, manteau beige sur les épaules, cheveux blonds parfaitement lissés, parfum coûteux, visage composé avec cette élégance agressive qui avait toujours donné l'impression que le monde devait s'ajuster à elle. « Gabriel, dit-elle doucement, tu as l'air épuisé. Je le suis. » Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. Avant, ce geste aurait pu sembler tendre. Maintenant, il sentit seulement le poids d'une stratégie. Le conseil s'inquiète. De moi ou de l'entreprise?
Marianne sourit, avec tristesse. Les deux. Tu as construit cette société, Gabriel. Personne ne veut la voir souffrir parce que tu refuses d'accepter temporairement tes limites. Temporairement? Elle détourna les yeux une fraction de seconde. Bien sûr. Nous espérons tous que tu récupéreras. Le micro caché dans l'horloge captait chaque mot. Gabriel baissa la voix. Et si je ne récupère pas? Marianne s'assit face à lui. Elle avait attendu cette question. Alors, il faut protéger l'entreprise. Le Conseil propose une délégation complète de pouvoir. Je pourrais assurer la transition. Seulement jusqu'à ce que tu ailles mieux. Toi? Je connais Morel Biotech mieux que n'importe qui. C'était vrai. Et c'était précisément le danger. Gabriel la regarda longtemps. Tu as toujours voulu diriger cette entreprise. Son sourire se figea. Je voulais que tu me respectes à ma juste valeur. Ce n'est pas la même chose. Et maintenant? Maintenant, je veux éviter que tout ce que nous avons construit s'effondre parce que tu t'accroches à une illusion de contrôle. Les mots étaient soigneusement choisis. Pas de menace directe. Pas d'aveu. Seulement un filet posé autour de lui avec patience. Après son départ, Inès entra avec le traitement du soir. Madame Morel s'inquiète beaucoup pour vous. Gabriel leva les yeux vers elle. Elle n'est plus Madame Morel. Inès eut un petit mouvement de surprise. Presque rien. Mais assez. Bien sûr. Je voulais dire Madame Delcourt. Marianne avait repris son nom de jeune fille après le divorce. Peu de gens le savaient. Inès s'était trahie par habitude. Elle parlait avec Marianne plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, la caméra de la bibliothèque enregistra enfin l'image décisive. À minuit 17, Inès entra, ouvrit l'armoire médicale, retira le flacon prescrit par le médecin officiel, puis le remplaça par un autre flacon identique, mais marqué d'un minuscule point rouge sous l'étiquette. Elle prépara ensuite les comprimés du lendemain. Puis elle appela quelqu'un. C'est fait. Oui, le dosage reste le même. Non, il ne pourra pas passer l'examen fonctionnel. S'il échoue devant le médecin indépendant, le conseil acceptera qu'il soit inapte. Un silence. Madame, je veux être payée avant le vote. Après, ce sera trop tard. Un autre silence, puis sa voix devint nerveuse. Je sais ce que vous m'avez promis. Mais s'il découvre que ce n'est pas une rechute naturelle, je tombe avec vous. Le lendemain matin, Étienne montra l'enregistrement à Gabriel sur une tablette. Gabriel ne dit rien pendant longtemps. Il ne ressentit pas exactement de la colère. Pas au début. Ce fut d'abord une sensation de vide. Comme si chaque mois de douleur, chaque séance de rééducation ratée, chaque humiliation de devoir demander de l'aide pour des gestes simples, chaque nuit passée à croire que son propre corps l'abandonnait venait d'être replacé dans une autre vérité. Son corps ne l'avait pas trahi. On l'avait saboté. Les analyses sont arrivées, dit Étienne. Gabriel leva lentement les yeux. Et ce qu'elle te donne n'est pas ton traitement. Ce sont des substances qui peuvent provoquer faiblesse musculaire, somnolence, troubles de l'équilibre et ralentissement neurologique. Pas assez pour te tuer rapidement. Assez pour empêcher une récupération. Gabriel ferma les yeux. Il ne marchera plus jamais. La phrase de Camille revint comme un écho. Étienne posa une main sur la table. On peut appeler la police maintenant. Gabriel rouvrit les yeux. Non. Pas encore. D'après elle. Il me faut Marianne. Inès est l'exécutante. Marianne est la raison. Étienne comprit, mais il n'aimait pas cela. C'est dangereux. Alors faisons en sorte qu'elle se sente en sécurité. Le piège fut préparé avec la patience froide d'un homme qui avait négocié toute sa vie contre des prédateurs. Gabriel demanda à voir son médecin d'officiel, mais Inès intercepta la demande et proposa de faire venir un spécialiste plus discret. Gabriel accepta. Il demanda ensuite à Marianne de venir le lendemain pour discuter de la délégation de pouvoir. Il joua la fatigue, la résignation, la défaite. Quand Marianne arriva, elle trouva Gabriel dans la bibliothèque, assis près de la fenêtre, les traits tirés, une couverture sur les jambes. Sur le bureau se trouvait le dossier de délégation. Elle ne put cacher un éclat de satisfaction. « Tu as pris la bonne décision, dit-elle. Je n'ai plus la force de me battre. » Elle s'approcha lentement. Ce n'est pas une bataille. C'est du bon sens. Et si je remarchais? La question la surprit. Son regard glissa vers ses jambes, puis revint vers son visage. Gabriel, il faut accepter la réalité. Quelle réalité?
Celle du médecin ou celle que tu as payée? Marianne resta parfaitement immobile. Pendant une seconde, son masque se fendit. Juste une seconde. Mais la caméra cachée dans l'étagère l'enregistra. Tu es fatigué. Tu ne sais plus ce que tu dis. Inès change mes médicaments. C'est absurde. Elle t'appelle tous les soirs. Tu deviens paranoïaque. Gabriel sourit faiblement. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Que je paraisse paranoïaque, confus, instable, trop diminué pour diriger. Marianne posa son sac sur le bureau. Sa voix devint plus basse. Tu ne comprends toujours pas. Même maintenant, tu as toujours cru que cette entreprise était uniquement la tienne. Mais j'étais là. J'ai sacrifié des années pendant que tu jouais au génie solitaire. Tu avais les projecteurs, les interviews, les prix. Moi, j'avais les contrats, les alliances, les dîners avec les investisseurs que tu méprisais. Alors tu m'as fait empoisonner? Elle eut un rire bref, nerveux. Ne sois pas dramatique. Personne ne t'a empoisonné. On t'a seulement empêché de revenir trop vite. Cette phrase tomba dans la pièce, avec une netteté parfaite. On t'a seulement empêché de revenir trop vite. Gabriel sentit Étienne derrière la porte. Il savait qu'il écoutait, que tout était enregistré. Mais Marianne continua. Comme beaucoup de personnes coupables, une fois la première justification sortie, les autres suivirent plus facilement. Tu aurais repris le contrôle. Tu aurais viré tous ceux qui m'étaient loyaux. Tu aurais vendu la division clinique, annulé la fusion, détruit des années de travail. Il fallait stabiliser la situation. En me gardant dans ce fauteuil, son visage se durcit. Ce fauteuil est la seule raison pour laquelle les gens m'écoutent enfin. Le silence qui suivit fut si lourd que même Marianne sembla comprendre qu'elle venait d'aller trop loin. La porte s'ouvrit. Étienne entra, suivi de 2 policiers en civil et d'un médecin légiste mandaté. Marianne recula. Qu'est-ce que c'est que ça? Gabriel la regarda sans haine apparente. Et cela sembla la troubler plus que la colère. La fin de la délégation de pouvoir. Inès fut arrêtée dans la chambre de service 20 minutes plus tard. Dans son sac, les policiers trouvèrent le carnet noir, plusieurs flacons marqués, 2 téléphones et des virements provenant d'une société écran liée à Marianne. Inès pleura, nia, puis accusa Marianne dès qu'elle comprit que les preuves étaient déjà trop nombreuses. Marianne, elle, ne pleura pas. Elle resta droite, glacée, répétant que Gabriel était manipulé, que les vidéos étaient sorties de leur contexte, que tout cela était une vengeance d'hommes humiliés. Mais les phrases enregistrées parlaient. Les analyses parlaient. L'argent parlait. Et parfois, les objets sont plus honnêtes que les personnes. Le scandale éclata dans la presse quelques jours plus tard. Tentative de contrôle médical sur un entrepreneur handicapé. Héritage industriel et manipulation médicamenteuse. Morel Biotech, l'ex-femme du fondateur soupçonnée d'avoir organisé son maintien en invalidité. Les journalistes campèrent devant la villa. Le conseil d'administration suspendit immédiatement tous les alliés de Marianne. Les avocats de Gabriel reprirent le contrôle. Étienne organisa la sécurité autour de la maison. Le médecin officiel, horrifié d'avoir été contourné, fit transférer Gabriel dans une clinique indépendante pour une évaluation complète. Et là, une autre vérité apparut. Ses jambes n'étaient pas perdues. Affaiblies, oui. Atrophiées par des mois de mauvais traitements et d'interruptions volontaires de la rééducation. Mais les connexions nerveuses répondaient encore. Lentement. Faiblement. Suffisamment pour recommencer. Le premier jour où le médecin lui dit cela, Gabriel ne répondit pas. Il regarda seulement ses pieds, posés sur le repose-pied du fauteuil, comme s'il voyait 2 portes qu'on avait condamnées trop tôt. « Ce sera long, » dit le médecin. Douloureux, incertain. Mais impossible, non. Gabriel pensa à Camille. Vous allez réussir. Ce n'est pas pareil. La rééducation recommença avec une brutalité que personne ne décrit vraiment dans les belles histoires. Ce n'était pas une musique inspirante et un homme qui se lève en souriant devant une fenêtre. C'était de la sueur, de la douleur, de la frustration, des nuits sans sommeil, des muscles qui tremblaient, des chutes évitées de justesse, des humiliations minuscules et répétées. C'était apprendre à demander de l'aide sans se sentir détruit. C'était accepter que la victoire d'un jour puisse être seulement de bouger un orteil plus clairement que la veille. Camille venait parfois, accompagnée de sa grand-mère, jamais longtemps. Elle apportait des dessins. Au début, elle dessinait la villa, puis le jardin, puis Gabriel dans son fauteuil. Un jour, elle lui apporta un dessin différent.
On y voyait un homme debout, appuyé sur des barres de rééducation, avec une petite fille derrière une grille qui levait le pouce. Gabriel regarda le dessin longtemps. « Tu m'as dessiné debout. » Camille haussa les épaules. « Je dessine ce qui va arriver. Pas seulement ce qui est déjà là. » Sa grand-mère, Madeleine, une femme aux mains abîmées par le travail et au regard prudent, posa doucement une main sur son épaule. « Camille a beaucoup d'imagination. » Gabriel répondit sans quitter le dessin des yeux. « Non, elle a de la vision. Ce n'est pas pareil. » Les mois passèrent. Marianne et Inès furent inculpées. L'enquête révéla que Marianne avait commencé à préparer la prise de contrôle de l'entreprise dès les premières semaines après l'accident. Elle avait approché Inès par l'intermédiaire d'un cabinet privé, payé une somme importante, promis davantage après le vote de délégation, et organisé l'isolement progressif de Gabriel. Elle avait écarté les kinésithérapeutes trop optimistes, sélectionné les médecins prudents, influencé certains membres du conseil et présenté chaque faiblesse provoquée comme une preuve de l'incapacité de son ex-mari. Ce qui terrifia Gabriel n'était pas seulement le crime, c'était la patience. Chaque geste avait été petit, presque invisible. Un rendez-vous annulé, une dose changée, un rapport médical orienté, un appel manqué, un visiteur filtré. Une phrase répétée. Votre corps n'est pas prêt. Vous devez accepter. Nous faisons ça pour votre bien. La manipulation n'avait pas pris la forme d'un coup violent. Elle avait pris la forme d'une routine. Un matin d'hiver, presque un an après l'avertissement de Camille, Gabriel se tint debout entre deux barres métalliques dans la salle de rééducation. Ses mains tremblaient. Ses jambes aussi. Le kinésithérapeute se tenait près de lui. Étienne était dans un coin, silencieux. Madeleine et Camille attendaient derrière la vitre. « Quand vous êtes prêts, » dit le médecin. Gabriel inspira. Son premier pas ne fut pas beau. Il fut maladroit, court, presque douloureux à regarder. Son genou plia trop vite. Son pied glissa un peu. Ses mains serrèrent les barres avec une force excessive. Mais ce fut un pas. Un vrai. Derrière la vitre, Camille plaqua ses deux mains contre sa bouche. Gabriel fit un deuxième pas. Puis, il s'arrêta, épuisé, tremblant, les yeux humides. Il ne pleura pas vraiment, pas comme on pleure dans les films. Mais quelque chose en lui se brisa et se libéra en même temps. Il regarda Camille. Elle leva son dessin contre la vitre. L'homme debout. Quelques semaines plus tard, Gabriel retourna dans son entreprise. Pas encore sans aide. Pas encore avec la démarche assurée d'autrefois. Il marchait avec une canne et une lenteur visible. Mais chaque pas dans le hall de Morel Biotech résonna plus fort que tous les discours qu'il aurait pu faire. Les employés se levèrent en silence. Certains avaient les yeux baissés, honteux d'avoir cru les rapports. D'autres semblaient soulagés. Le conseil d'administration l'attendait dans la grande salle vitrée du dernier étage. Gabriel entra, posa sa canne contre la table et resta debout. Personne ne parla. Il regarda chaque visage. Pendant des mois, on m'a fait croire que j'étais fini, que mon corps était devenu une excuse pour me retirer du monde, que ma place était dans une chambre, derrière une porte fermée, pendant que d'autres décidaient à ma place. Il fit une pause. Je ne suis pas revenu pour me venger. La justice s'en chargera. Je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient, ma voix, mon travail et mon droit de décider de ma propre vie. Personne ne l'interrompit. À partir d'aujourd'hui, chaque procédure interne concernant l'incapacité médicale d'un dirigeant sera revue. Aucune personne vulnérable ne devra dépendre d'un seul soignant, d'un seul rapport, d'un seul proche ou d'un seul intérêt financier. Nous avons bâti une entreprise pour aider les corps à récupérer. Il est temps que notre éthique marche aussi droit que nos machines. Ce discours fut bref, mais il resta dans les mémoires. Quant à Camille, Gabriel n'oublia jamais quel avait été le premier témoin, la première alarme, la première voix. Il proposa à Madeleine de financer les études de la petite fille. Madeleine refusa d'abord, comme refusent les personnes qui ont trop souvent vu l'aide se transformer en dette. « Nous ne voulons pas de charité, dit-elle. Gabriel hocha la tête. « Alors ce ne sera pas de la charité. Ce sera un contrat moral. Camille m'a sauvé la vie. Je lui offre des moyens. Elle choisira ce qu'elle en fait. Vous gardez le contrôle. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Et je ne demanderai jamais rien en retour. » Madeleine le regarda longtemps. Les gens riches disent souvent ça. Je sais.
Alors ne me croyez pas sur parole. Faites vérifier chaque document par votre propre avocat. Ce détail changea tout. Camille entra dans une meilleure école l'année suivante. Elle continua à dessiner, mais ajouta quelque chose à ses cahiers, des notes. Elle notait les attitudes, les phrases, les détails que les autres oubliaient. Elle disait qu'un jour elle voudrait devenir enquêtrice, ou médecin, ou peut-être les deux, parce que les gens blessés avaient besoin qu'on les observe vraiment. Un soir, Gabriel la retrouva devant la grille où tout avait commencé. Il marchait maintenant avec une canne. Lentement, mais seul. Camille le regarda approcher avec un grand sérieux. « Vous marchez mieux. Je marche grâce à toi. » Elle fit la moue. « Non, moi, j'ai seulement parlé. C'est vous qui avez fait tout le reste. » Gabriel sourit. Parfois, parler au bon moment change toute une vie. Camille réfléchit, puis répondit. Alors, il faut apprendre aux gens à écouter. Cette phrase resta avec lui. Quelques mois plus tard, Gabriel créa une fondation au sein de Morel Biotech pour protéger les patients isolés, les personnes âgées, les accidentés, tous ceux qui dépendaient d'un soignant privé, d'un proche ou d'une décision médicale, qu'ils ne pouvaient pas vérifier eux-mêmes. La fondation finançait des audits médicaux indépendants, des dispositifs d'alerte, des formations pour familles et patients, et un programme spécial pour apprendre aux enfants à signaler sans peur ce qu'ils voyaient d'anormal chez les adultes vulnérables. Il l'appela la Fondation Camille. Quand il le lui annonça, elle devint rouge jusqu'aux oreilles. Vous ne pouviez pas choisir un autre nom. Aucun autre nom n'aurait été juste. Madeleine pleura en silence. Le procès de Marianne eut lieu 2 ans après l'accident. Elle arriva au tribunal vêtue de noir, toujours élégante, toujours droite. Inès témoigna contre elle pour réduire sa peine. Les messages furent lus. Les virements montrés. Les vidéos diffusées. La honta seulement empêché de revenir trop vite fut répétée dans la salle comme une preuve de sa cruauté tranquille. Quand Gabriel fut appelé à témoigner, il entra avec sa canne. Il ne regarda pas Marianne au début. Il parla au juge, au jury, à la salle entière. Ce qu'on m'a pris n'est pas seulement du temps. On m'a pris la confiance dans mon propre corps. Chaque matin, je me réveillais en croyant que ma faiblesse venait de moi. C'est une violence particulière, invisible. Elle ne laisse pas toujours de bleu, mais elle change la manière dont vous habitez votre propre vie. Puis, il tourna enfin les yeux vers Marianne. Vous vouliez mon fauteuil. Pas pour vous asseoir dedans, pour m'y garder. Marianne baissa les yeux pour la première fois. Elle fut condamnée, ainsi qu'Inès. L'entreprise fut entièrement purgée de leurs complices. Certains administrateurs partirent discrètement. D'autres furent poursuivis. La réputation de Morel Biotech connut une crise, puis une reconstruction lente, plus solide, plus honnête. Gabriel ne redevint jamais exactement l'homme qu'il était avant l'accident. Il marcha, oui, mais jamais sans sentir dans son corps la mémoire de ce qui lui était arrivé. Il dirigea encore, mais avec moins d'orgueil. Il écouta davantage. Il délégua autrement. Il apprit que le contrôle absolu est parfois une autre forme de prison. Un dimanche de printemps, il organisa un déjeuner dans le jardin de la villa. Étienne était là. Madeleine aussi. Camille courait entre les arbres avec un carnet sous le bras, même si elle prétendait ne plus être une enfant. Le jardinier riait avec la gouvernante. La maison, autrefois froide, semblait respirer autrement. Gabriel resta un moment près de la grille. Cette grille où une petite fille avait prononcé une phrase que personne d'autre n'aurait osé dire. Camille le rejoignit. « Vous pensez encore à ce soir-là » ? « Souvent. »« Moi aussi. » J'avais très peur. »« Moi aussi. » Elle le regarda, surprise. « Vous aviez peur ?» Gabriel sourit légèrement. « Les adultes ont peur aussi, Camille. Ils le cachent mieux. C'est tout. » Elle nota quelque chose dans son carnet. « Qu'est-ce que tu écris ?» Elle le lui montra. Les adultes cachent la peur sous des costumes, des maisons, des titres et des sourires. Mais la peur reste de la peur. Gabriel lut la phrase et hocha lentement la tête. « Tu écriras un livre un jour, peut-être, et vous serez dedans. Alors sois gentil avec mon personnage. » Camille sourit. « Je dirai la vérité. C'est mieux. » Gabriel regarda la maison, le jardin, les gens autour de lui. Il pensa à l'homme qu'il avait été, à celui qu'on avait tenté de fabriquer, et à celui qu'il devenait maintenant. Il pensa à Marianne, non avec tendresse, mais avec cette distance froide que l'on finit par accorder aux ruines dangereuses.
Il pensa à Inès, à son uniforme blanc, à ses gestes calmes, à la manière dont le mal peut parfois apprendre à parler doucement. Puis, il regarda Camille. « Oui, dit-il. La vérité, c'est mieux. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Gabriel a-t-il eu raison d'attendre avant d'appeler la police pour obtenir toutes les preuves? Camille a-t-elle été courageux ou imprudent révélant ce qu'elle avait vu? Et selon vous, quelle est la plus grande leçon de cette histoire? Ne jamais ignorer les détails, ne jamais confondre soin et contrôle, ou toujours écouter ce que personne ne remarque. Écrivez votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas, parfois, la personne qui vous sauve n'est pas celle qui porte une blouse blanche, mais celle qui ose dire la vérité derrière une simple grille.